Bonsoir à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde pour une émission spéciale sur les États-Unis, une émission qui va être très importante parce qu'elle va être dense. On va aborder de nombreux points pour essayer de comprendre l'évolution qu'il y a eu aux États-Unis suite aux élections, pendant les élections américaines et suite aux élections américaines. Que va faire véritablement Trump? Quel est le cabinet qu'il est en train de composer? Quel changement va-t-il y avoir lieu à l'intérieur même des États-Unis, mais aussi sur la politique extérieure? Est-ce que ça va impacter positivement ou négativement la France? Si on peut répondre à ces deux questions à l'affirmative, c'est dans quel détail? Quels sont les points véritablement qu'il faudra développer? On va parler de tout ça. Donc, chers amis, préparez-vous. Je suis très heureux ce soir de pouvoir m'entretenir sur ce sujet qui est complexe avec donc Lucien Cerise et Terence. Bonjour, messieurs. Salut. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, on va commencer par tout simplement poser un contexte et je donnerai tout d'abord la parole à Terence et ensuite Lucien pourra rebondir. On a eu les élections américaines et c'est important quand même de rappeler le cadre, c'est-à-dire qui a changé et qui a évolué. Nous avons eu donc Kamala Harris qui a été la candidate imposée par le camp démocrate. Kamala Harris qui s'est mangé un mur intégral, un succès d'échec et qui a amené une victoire intégrale de Trump, en tout cas une victoire profondément symbolique. Donc je le rappelle, le vote populaire a été gagné par Donald Trump, il a gagné largement les élections avec le collège électoral, le Congrès et la Chambre basse aussi, c'est républicain. Donc on est quand même face à une immense vague rouge qui est revenue. Donc Terence, est-ce que tu pourrais nous faire une petite analyse synthétique de ces élections et en fait de ce qu'il faut retenir du symbole de ces élections? Ouais, je voudrais d'abord revenir sur le mode électoral aux États-Unis, juste à faire un petit rappel. Vous vous rappelez que le vote populaire ne compte pas aux États-Unis, hein, c'est juste, ça a un titre indicatif. Ça marche avec le collège électoral. Pour gagner une élection aux États-Unis, vous devez avoir plus de 270 grands électeurs ou plus. Vous avez un nombre de grands électeurs par État qui est calculé selon la démographie, la superficie, la géographie, etc. Cette année, on avait des États dont on savait déjà pour qui ils allaient voter. Comme la Californie, on sait qu'ils votent démocrate, le Wisconsin allait voter républicain, et on avait des États dont on ne savait pas vraiment pour qui ils allaient voter, ce qu'on appelle les swing states, ou les États pivots. Trump a gagné l'ensemble des swing states, alors que les sondages donnaient l'élection serrée. Finalement, Trump a raflé toute la mise, il a gagné tous les États pivots, et comme tu l'as rappelé, il a gagné également le Congrès, c'est-à-dire le Sénat, et la Chambre basse. Il a également gagné le vote populaire, ce qui s'était pas vu depuis une vingtaine d'années aux États-Unis. En général, quand les républicains gagnent, ils perdent le vote populaire et ils gagnent le collège électoral. Bon, cette fois-ci, Trump a gagné les deux. Alors évidemment, tout ça, c'est un symbole très fort. Il y a eu clairement, les Américains ont clairement signifié qu'ils en avaient assez de l'administration Biden. Une administration Biden qui était perçue comme très anxiogène par une bonne partie, par la majorité de la population, à cause du wokisme, principalement. Je pense que c'est ça ce qui leur a fait le plus de mal, c'est d'avoir soutenu des politiques transsexualistes, antiracistes, etc. Et les gens en ont eu assez. Kamala Harris, elle a également fait une mauvaise campagne. Elle a essayé de faire une campagne de centre droit. Elle a fait des déclarations absolument incroyables et assez hilarantes où elle disait que finalement elle aimait bien les armes à feu. Elle avait elle-même un Glock 9 mm chez elle, qu'elle voulait absolument fermer la frontière sud, etc. Elle pensait, ce faisant, que de toute façon les démocrates voteraient toujours pour elle et en se plaçant au centre droit, elle rassurerait les républicains qui ne voulaient pas voter pour Trump et elle raflerait la mise, puisque l'élection était prétendument serrée, en attirant un électorat de centre droit. Bon, il se trouve que ça n'a pas été assez et surtout, les gens ne lui ont pas fait confiance. Pendant 4 ans, l'administration Biden, Harris-Biden, a travaillé pour le wokisme et juste pour les élections, elle fait une campagne de droite. Bon, tout ça n'était pas crédible et c'est comme ça qu'elle a perdu. Merci Terence. Et d'ailleurs Terence, je le rappelle, chers spectateurs, vous avez déjà pu le voir sur des chroniques lors de la matinale pendant les élections. Et Terence, on est très content de l'avoir parce qu'il a une formation politique, vous allez le voir déjà quand même de très bonne facture, mais aussi tu es franco-américain, Terence, et tu as vécu pendant plus d'une dizaine d'années en fait aux États-Unis. Donc c'est quand même un témoignage important parce que le fait d'avoir été sur le terrain pendant ces années où il y a eu de grands changements politiques, c'est-à-dire la vague rouge de Trump, ensuite la défaite de
Donald Trump et de nombreuses problématiques internes, c'est-à-dire sociétales et économiques. Ça permet d'avoir un témoignage direct sur ce qu'ont pu vivre les Américains. Et ça, c'est quand même important parce que nous, en tant que Français, je le rappelle, nous avons à la fois évidemment la distance géographique, mais aussi une distance de par, l'approbation de médiatique occidentale et aussi le fait que beaucoup de Français, malheureusement, peuvent avoir du mal à consulter les informations en anglais. Lucien, un mot d'analyse, ce qui t'a marqué le plus, ou qui te semble le plus important à retenir sur le résultat de ces élections? Oui, en fait, alors, si le candidat du Parti démocrate avait été Joe Biden, la victoire de Trump aurait été encore plus écrasante. Enfin, c'est de toute évidence, c'est pour cela d'ailleurs que les sympathisants du Parti démocrate, parmi les people, George Clooney, etc., ont fait pression pour changer le candidat, pour que ce soit la candidate Kamala Harris, qui, il faut l'avouer, a un peu plus de charisme que Joe Biden. Notamment dans le registre woke, pour des raisons évidentes. Elle est femme, elle est métisse, etc. Donc les wokistes justement là de la côte est ou de la côte ouest, les wokistes fanatiques, ont évidemment voté pour Kamala Harris pour ces raisons de minorité visible et donc de wokisme assumé, jusqu'à la folie. Mais justement, c'est précisément parce que le wokisme devient fou aux États-Unis, qu'il commence à attaquer les fondements de la société, c'est-à-dire même les fondements économiques. C'est-à-dire que comme c'est une culture de l'identité, qui ne se pose plus la question de l'efficacité, bien, en fait, ça met en péril, tout simplement, le fonctionnement efficace de la société. Et d'ailleurs, on voit les éléments de langage de l'efficacité qui maintenant sont arrivés au plus haut niveau du pouvoir, puisqu'il y a un ministère de l'efficacité gouvernementale qui a été créé. Et ça, je trouve que c'est quand même très encourageant de voir que effectivement il y a une tentative, pour les États-Unis, en fait, tout simplement, de renouer avec leur instinct de conservation. C'est aussi simple que ça en réalité. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que le wokisme donc met en avant les origines et en quelque sorte laisse de côté les compétences réelles. C'est le principe de la discrimination positive qui est renommé action positive en France. C'est-à-dire que maintenant, dans l'administration, il y a des formations pour nous laver le cerveau et comme le terme de discrimination positive, quelque part, il évoque la discrimination. Donc maintenant, ils ont carrément renommé ça action positive. C'est eux, voilà. Donc et tout ça pour faire effectivement la promotion de votre identité, de genre, de votre identité ethnique, etc., au détriment de l'efficacité. Donc, le slogan de Trump, MAGA, Make America Great Again, en fait, ça se traduit par Make America Efficient Again. C'est rendre aux États-Unis leur efficacité. Alors, donc là, je suggère d'adopter maintenant une grille de lecture nietzschéenne pour comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire par-delà le bien et le mal. Parce que sinon, en fait, on va tomber dans du manichéisme moral, de la moraline, en termes nietzschéens, et on n'y comprend plus rien. Le but de ce nouveau gouvernement et de sa philosophie, fondamentalement, donc, c'est de rendre aux États-Unis leur efficacité pour faire le bien, mais aussi pour faire le mal, en tout cas pour ce qui sera perçu comme étant le mal, par exemple en soutenant Israël contre vents et marées, par exemple, ou en essayant d'affaiblir la Chine, ce qui évidemment ne plaira pas aux sympathisants des BRICS. Mais bon, voilà, c'est-à-dire que les États-Unis veulent renouer avec leur volonté de puissance et assumer à nouveau leur leadership en Occident, au minimum, et voire dans le monde entier. Et effectivement, la Chine est en quelque sorte le concurrent principal sur le plan économique et peut-être militaire. Mais bon, en tout cas, je pense qu'il faut effectivement se séparer de la morale en fait pour comprendre ce qui est à l'œuvre.
enfin laisser tomber cette grille de lecture, hein, et en fait arrêter, enfin comment dire, de quitter la posture du supporter, hein, qui consiste en fait à soutenir son équipe, mais aveuglément. Bon, là, les États-Unis en fait ont une logique aujourd'hui, donc qui consiste en fait à tout simplement, enfin, vouloir vivre, hein, et vivre, ça veut dire effectivement, bon, bah, entrer forcément en concurrence avec, hein, les autres vivants, hein, qui sont autour de nous, hein, avec des confrontations territoriales éventuelles. Mais ça, c'est la logique du vivant, hein, François Jacob. Enfin, c'est la biologie en fait. Hein. On a tous un territoire à défendre, et l'instinct territorial, les instincts territoriaux, hein, des nations, hein, fonctionnent un peu comme enfin, les nations fonctionnent comme des gros organismes, et qui peuvent entrer en confrontation les uns avec les autres. Et tout ça n'est ni bien ni mal en fait. Hein. C'est fondamentalement le jeu, hein, de l'instinct de conservation et de la volonté de puissance. Voilà. Donc bon, c'est un peu la vision d'ensemble que je pourrais offrir, sachant que bon, moi je n'ai pas l'expertise de Terence, hein, effectivement. Bon, il faut le rappeler qu'il lui connaît vraiment le sujet de l'intérieur, pour avoir vécu aux États-Unis. Moi, je suis allé en Amérique du Nord 4 fois dans ma vie, et à chaque fois c'était 2 semaines au maximum. Donc voilà, bon, donc je pense que, enfin, je pense que c'est Terence qui peut confirmer ou infirmer ce que je viens de dire. Mais bon, moi ça, là c'est un point de vue européen. Sachant que bon, en Europe, on est quand même globalement largué, parce que bon, on est quand même assez loin de renouer justement en fait. Enfin, les Européens sont quand même assez loin d'être en capacité de placer l'équivalent de Trump à la tête de l'État, enfin à la tête de leurs États. Tout à fait. Merci Lucien, on va pouvoir développer tous ces points là, encore une fois, parce qu'on va avoir, à mon avis, de nombreux indicateurs à analyser sur différents plans. Là, j'aimerais qu'on puisse continuer à poser ce cadre. Je vais rendre tout de suite la parole à Terence, peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Lucien. Mais sinon, pour continuer, voilà, à poser ce cadre-là. Donc là, ce dont a parlé Lucien, c'est surtout par-delà le bien et le mal, donc un retour en fait à la fermeté, au pragmatisme, peut-être un retour à ce qu'on peut appeler la réelle politique, hein, c'est ce qu'on va devoir observer. Là, Lucien a surtout parlé finalement des effets extérieurs, mais peut-être que là, pour continuer à poser ce cadre, qui pourrait permettre de comprendre pourquoi il y a eu ce changement profond lors des élections, c'est-à-dire cette nouvelle vision, ces nouveaux objectifs, ces priorités de la part des Américains. Ça nous permettra après de parler du cabinet de Donald Trump et ce qu'il va pouvoir faire à l'intérieur des États-Unis, sur les problématiques internes. Peut-être que Terence, ça permettrait, pour continuer à poser ce cadre-là, de rappeler aujourd'hui quelles sont les priorités des Américains. Cette question peut paraître très simple, mais il faut toujours chercher à y répondre, parce que les priorités peuvent changer, qu'elles soient économiques, culturelles, idéologiques. Donc, quelles sont les priorités des Américains aujourd'hui qui permettraient de comprendre le résultat de ces élections et donc du changement à l'intérieur qui risque d'avoir lieu? Avant de parler de ça, je voudrais quand même rebondir sur ce qu'a dit Lucien et poser un cadre. Parce qu'effectivement, aux États-Unis, vous avez deux grandes forces politiques. Il y en a une qui vient de gagner les élections et qui effectivement veut renouer avec le réalisme politique et qui est vitaliste. Tandis que les démocrates sont des culturalistes régressifs. Ce sont des gens qui sont tout à fait plongés dans le capitalisme de la séduction et qui sont très europhiles. Donc, ce sont des gens qui voudraient voir une société plus européanisée aux États-Unis. Et Zinoviev disait qu'il fallait se méfier de l'américanisation de l'Europe. Les républicains américains, eux, se méfient de l'européanisation de l'Amérique. Ce cadre-là, il est important parce que c'est de là dont découle le wokisme. Il faut quand même faire une petite analyse un peu psychologisante de ce que c'est que le wokisme. Et pourquoi cette tendance, elle est aussi forte aux États-Unis? On en a parlé un petit peu tout à l'heure en off. C'est que les États-Unis se sont bâtis sur le puritanisme pour des raisons historiques. Vous avez des Anglais qui sont arrivés aux États-Unis, en Amérique, avec rien sauf la Bible. Et donc la Bible, ça a été leur constitution, si vous voulez. Ça a été leur moyen à eux de se structurer politiquement. Et donc ils l'ont lu littéralement. Et ça a amené au puritanisme. Aujourd'hui, le puritanisme... Je t'invite juste, Terence, à rapprocher le micro de ta bouche pour qu'on t'entende mieux. Pardon. Et donc, le puritanisme, aujourd'hui, se traduit à travers le wokisme. Mais vous avez une partie de la population qui n'est pas europhile, qui reste attachée à la culture de liberté et de responsabilité américaine,
Ce sont les républicains américains, les libertariens, toutes ces tendances qui agitent le Parti républicain aujourd'hui et qui sont absolument contre le wokisme, qui perçoivent comme un phénomène régressif, déresponsabilisant. Bon, ça c'est ça à peu près le cadre aujourd'hui, la césure politique qu'il y a aux États-Unis. Alors qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui, ces Américains qui ont voté pour Trump? Ils veulent qu'on s'occupe des vrais problèmes, tout simplement. Ce qui s'est passé sous l'administration Biden, c'est que dès que Biden a pris le pouvoir, tout est devenu instable. C'est devenu tout simplement, l'essence est devenue beaucoup plus chère. Il y a eu une très forte inflation, donc tout a commencé à coûter plus cher. Les salaires n'ont pas augmenté pour autant, donc le pouvoir d'achat des Américains a également stagné. Et aussi en politique étrangère, dès que l'administration Biden a pris ses responsabilités, on a vu la guerre en Ukraine, aujourd'hui on voit la guerre en Syrie. C'est un régime qui a été très déstabilisant pour l'ordre mondial, alors que Trump était perçu comme un peacemaker, quelqu'un qui veut faire la paix et qui voudrait remplacer la guerre par le doux commerce. C'est comme ça qu'il est perçu aux États-Unis. C'est pour ça que les gens ont voté pour lui. Et puis, il faut se rappeler que sous l'administration Trump, bon, évidemment, il y a eu le Covid, mais ça, c'était la dernière année de l'administration Trump. Mais les 3 premières années de l'administration Trump, il n'y a pas eu de guerre. Et surtout, l'Amérique était très prospère. Et les gens s'en rappellent de ça, parce que c'était il n'y a pas très longtemps. C'était il y a à peine 4 ans. C'est pour ça que les gens ont voté pour lui. Merci Terence. J'aimerais que l'on puisse parler aussi donc de la recomposition politique, c'est-à-dire qu'on a pu assister lors de ces élections à des alliances finalement transpartisanes ou plutôt des changements très symboliques de certaines personnalités politiques qui ont rejoint le camp Trump. Et là, ça nous permettra ensuite d'aborder le sujet du cabinet de la nouvelle administration Trump. On a eu un exemple avec Tulsi Gabbard, on a eu Robert Kennedy Jr., on a eu aussi des personnalités qui n'étaient pas forcément dans le champ politique, comme Elon Musk, qui ont apporté leur soutien direct. On a eu aussi un aspect plus culturel, ou en tout cas de communication, contre la propagande et les médias dominants aux États-Unis avec des personnalités comme Joe Rogan ou autres. On a vu donc en fait un soutien beaucoup plus important être manifesté, et y compris de personnes qui étaient naturellement, ou en tout cas initialement, issues du camp démocrate. Est-ce que d'abord, Terence, tu as un commentaire, et ensuite Lucien sur ça, avant qu'on puisse attaquer les personnalités précisément? Oui, voilà, on a vu des personnalités émerger qui appartenaient au Parti démocrate, donc RFK, Robert Kennedy Jr. et Tulsi Gabbard, principalement. Je rappelle que le Parti démocrate a troqué Tulsi Gabbard pour Liz Cheney. Liz Cheney, la fille de Dick Cheney. Les démocrates s'enorgueillissaient de l'avoir récupérée alors qu'elle est universellement détestée. Donc, c'était pas un très bon deal pour eux, alors que Tulsi Gabbard était quand même une image de quelqu'un de respectable. Et surtout, c'est quelqu'un qui elle plaît au public américain parce que c'est une femme, parce qu'elle est belle, parce que elle a été dans l'armée, donc elle n'a pas c'est une patriote. Et surtout, elle n'est pas dans la guerre. C'est quelqu'un qui voudrait établir la paix et qui voudrait radoucir les relations internationales. Tulsi Gabbard et RFK viennent donc du Parti démocrate. Ils viennent en fait d'un Parti démocrate. Ils ont une vision démocrate telle que le Parti démocrate pouvait avoir en 1968. Si vous voulez, aujourd'hui, le Parti républicain a à peu près la même vision que le Parti démocrate avait dans les années, fin des années 60, début des années 70. Donc on pourrait presque dire qu'il y a une partie de l'administration Trump qui est paléo-démocrate. Et comme Trump représente une tendance à l'intérieur du Parti républicain qui est paléo-conservatrice, les deux s'entendent bien et s'emboîtent bien. Et c'est ça qui se passe. Aujourd'hui, les démocrates, eux, vous avez une tendance woke qui a été relayée un peu dans les marges, mais qui est quand même extrêmement bruyante et extrêmement anxiogène. Mais c'est un parti quand même monolithique. C'est devenu tout simplement le parti des intérêts de la grande bourgeoisie. Tandis que le Parti républicain est devenu le parti des travailleurs américains. Lucien, un commentaire sur ça? Oui, et donc Terence mentionnait l'europhilie en quelque sorte du Parti démocrate. Hein. Plus spécifiquement, on pourrait parler d'une francophilie, hein, parce que les Américains appellent ça la French Theory, hein, c'est-à-dire en fait c'est tout le courant
de la pensée de la déconstruction, et puis du structuralisme, etc., qui a beaucoup influencé les universités américaines, les campus, le monde intellectuel et le Parti démocrate. Parce que le Parti démocrate, pendant très longtemps, s'est positionné comme en fait le parti de gauche, donc avec comment dire une toile de fond marxiste, mais aussi une toile de fond intellectualiste, alors que le Parti républicain c'était le parti des rednecks, le parti des prolétaires en quelque sorte, mais des prolétaires brutaux, des prolétaires armés jusqu'aux dents, et en quelque sorte le parti des religieux aussi. Donc le parti d'une pensée plutôt en quelque sorte non réflexive, d'une pensée plutôt dogmatique qui affirme sa volonté de puissance, qui affirme sa subjectivité, là où le Parti démocrate s'est positionné au fil des décennies comme le parti des intellectuels, et donc qui réfléchit avant d'agir, là où le Parti républicain était dans on agit puis après on réfléchit, d'où ce côté comment dire populiste qui est stigmatisé par nos belles âmes françaises, européennes, qui passent leur temps à stigmatiser le côté populiste de Trump, son côté un peu brutal, un peu brut de décoffrage, mais qui est vraiment représentatif de cet état d'esprit d'une bonne partie du peuple américain, et qui d'ailleurs maintenant fait le plein des voix issues du prolétariat. C'est-à-dire qu'effectivement, comme le Parti démocrate s'adressait au peuple laborieux depuis le 19e siècle, alors que le Parti républicain était plutôt le parti des bourgeois, eh bien le Parti démocrate attirait à lui la majorité en fait des voix issues du peuple laborieux qui travaille, etc. Mais aujourd'hui c'est terminé, c'est-à-dire que le Parti démocrate ne s'adresse plus qu'aux intellos et aux universitaires quasiment, ou alors à tous les gens qui travaillent dans le secteur tertiaire, qui sont sur un écran en permanence, ou et aux minorités. Et aux minorités, voilà. Et donc en fait, c'est un peu comme si quelque part il y avait un oubli du corps en fait au Parti démocrate, avec une tentative quasiment transhumaniste de dépasser la nature par la culture, avec ce complexe de supériorité des intellectuels influencés par l'Europe aux États-Unis, et notamment la French Theory, c'est-à-dire la déconstruction qui consiste en fait, après je pourrais vous faire un cours parce que moi je baignais là-dedans quand j'étais étudiant, mais là on résume par la pensée progressiste en fait, c'est le progrès. C'est pas le moment. Progrès Oui, voilà. Progrès. En gros, c'est ça, oui, c'est le progressisme. Là où effectivement, les conservateurs sont perçus comme des gens qui ne pensent pas, qui se contentent de conserver leur héritage culturel, sans réfléchir dessus, sans le remettre en question, donc en évacuant toute pensée critique. En fait, c'est cette notion-là, en fait, de critique de l'héritage, qui est très présente dans les milieux intello occidentaux, enfin, c'est-à-dire français, européens et nord-américains. Mais qui a contaminé effectivement tout le paysage politique, enfin pas tout le paysage politique, mais le paysage politique de gauche. Le résultat, c'est c'est que les politiciens de gauche passent leur temps à critiquer plutôt qu'à élaborer des stratégies gagnantes. Et je reviens encore en fait sur ce grand clivage fondateur, à mon avis, entre une pensée critique inefficace pour l'action et une pensée, on pourrait dire, non critique, mais qui élabore des stratégies efficaces pour l'action. Est-ce qu'on pourrait dire que un des sujets qui pourrait être représentatif de cette séparation et de cette gestion du problème serait ce grand sujet qui a été relayé dans les médias occidentaux et surtout présenté en France pour diaboliser les républicains et donc rejoindre ce que tu dis, Lucien, c'est par exemple le sujet de l'avortement. En fonction des différents États aux États-Unis, comment est géré ce sujet-là? Est-ce que ça peut pas être un sujet, un bon exemple de ce que tu décris là? Oui, bien sûr, oui. C'est-à-dire que la pensée progressiste est tellement critique qu'elle en vient à critiquer la vie, en fait, à partir d'un moment, puisque on critique tout, on critique la nature, on critique la reproduction naturelle, et puis donc on s'achemine vers le LGBT et le transhumanisme. Ça, c'est l'horizon de la pensée progressiste de gauche,
en Occident, donc du Parti démocrate, hein, et c'est ça qui a poussé les États-Unis à voter pour le Parti républicain, qui lui critique le transhumanisme et qui est, même si Elon Musk, hein, bon, est considéré comme un transhumaniste, mais c'est un transhumaniste archéofuturiste. Hein, de toute façon, bon, on n'arrête pas le progrès. Hein, faut être conscient de ça, sachant que le progrès technique, d'ailleurs, permet d'assumer sa volonté de puissance. Donc, les États-Unis n'ont pas du tout l'intention de renoncer au progrès technique. Donc, quelque part, ils jouent le jeu du progressisme sous un certain angle. Mais là, avec, enfin, il y a un équilibre assez miraculeux, à mon avis, aujourd'hui, au sein des élites conservatrices américaines, hein, qui soutiennent Trump, cet équilibre là que Guillaume Fay a appelé l'archéofuturisme. C'est-à-dire, ça consiste à assumer, hein, le progrès technique qui permet justement de soutenir les rapports de force à l'international, mais sans attaquer, hein, les fondamentaux socio-biologiques. Pour moi, c'est cet équilibre assez difficile, un équilibre instable qu'il faut tenir entre le passé, hein, le respect du passé, le respect de nos racines, et malgré tout le progrès technique qui permet de soutenir les rapports de force et la concurrence internationale. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a en fait un équilibre miraculeux là qui s'est cristallisé dans les milieux conservateurs américains, hein, dans les milieux là du Parti républicain, alors que le Parti démocrate a entièrement basculé, hein, du côté du progressisme technoscientifique, hein, et donc finalement de la négation, hein, de nos origines, enfin de la négation de l'enracinement sociobiologique, hein, qui fait notre espèce et puis qui fait nos identités ensuite. Bon, alors aux États-Unis, bon, c'est un peu compliqué parce qu'ils sont tous immigrés en fait. Donc c'est forcément la structure mentale nord-américaine est un peu différente de celle des Européens, enfin, je veux dire, des Européens de souche. Mais, enfin bon, voilà. Donc voilà, bah, c'est ce que j'ai à dire là sur Merci, sur Lucien. sur ce grand clivage. Je vais redonner tout de suite la parole à Terence, parce que je pense qu'il a sûrement des commentaires complémentaires à faire. J'ajouterais juste que peut-être qu'on peut aussi, là encore une fois, prendre un exemple d'opposition pour parler de cet archéofuturisme et du transhumanisme délétère et néfaste qui est dénoncé à juste titre. C'est peut-être l'opposition entre Elon Musk et un Bill Gates, quelque part. C'est-à-dire un Elon Musk qui, lui, explique clairement qu'il y a un problème de démographie mondiale, qu'il faut aller sur Mars. Lorsqu'on parle même de Neuralink, c'est pour permettre à des personnes handicapés de récupérer des fonctions pour redevenir utiles. C'est pas une dimension d'homme augmenté pour ensuite avoir des hommes supérieurs et des hommes inférieurs. Là, on pourrait se rappeler les propos d'un Jacques Attali, hein, qui analyse plutôt, en fait, d'ailleurs, un scénario potentiel, et un Bill Gates qui, lui, rejoint de différentes théories. C'est le milliard doré, le fait d'avoir aussi des problématiques de collusion avec Big Pharma, un contrôle de la santé. C'est beaucoup plus liberticide, finalement, alors que Musk, lui, est pour, là, c'est plutôt cet élan vital. Il faut que la démographie explose, il faut plus de prospérité, il faut même aller en dehors de la planète Terre et aller sur Mars, il faut continuer à explorer et s'étendre. Est-ce que tu as un commentaire, donc, Terence, par rapport à ce qui vient d'être dit par Lucien? Oui, Lucien qui reprend donc l'idée d'archéofuturisme, qui est un technicisme vitaliste. Et vous avez effectivement le clivage, c'est entre ce technicisme vitaliste, cette technique qui est mise au service de la vie, comparé à un appareil critique adopté par la gauche, entre guillemets, en tous les cas par le Parti démocrate, par les globalistes, qui serait plutôt un appareil critique qui sert le nihilisme, en fait, qui sert cet appétit de régression d'une partie de la population. Ça, c'est certain. Aujourd'hui, tu parles de Elon Musk. On a effectivement un Elon Musk qui, en fait, déjà, je rappelle qu'il pèse environ 450 milliards de dollars. Il sera bientôt, je ne sais même pas comment on dit, trillionnaire. Considéré comme l'homme le plus riche du monde. Mais il sera bientôt trillionnaire. Et c'est surtout qu'il a basé sa fortune sur l'entrepreneuriat, sur de l'économie réelle. C'est pas des trucs d'ordinateur ou de la finance internationale. C'est un capitalisme d'entrepreneuriat. Et ça, évidemment, c'est très intéressant pour Trump. Et c'est pas étonnant que Elon Musk ait rejoint l'équipe de Trump, parce que pour servir cette vitalité, on a besoin d'un capitalisme d'entrepreneuriat. On n'a pas besoin d'un capitalisme financiarisé qui, lui, est foncièrement nihiliste. Et évidemment que découle d'un type économique une certaine anthropologie.
quand vous êtes dans le capitalisme financiarisé, vous servez fatalement le nihilisme et donc le wokisme. Quand vous êtes dans un capitalisme d'entrepreneuriat, vous servez la vie parce que c'est de la production de richesses réelles. Ce n'est pas de la spéculation. C'est de la production de richesses réelles et ainsi vous servez la vie. C'est ça la différence entre un Elon Musk et un Bill Gates. Je rappelle également que Peter Thiel a toujours été un soutien ardent à Donald Trump. Peter Thiel, vous savez, il a travaillé avec Musk sur PayPal et aujourd'hui il travaille avec Palantir. Voilà, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. On ne va pas trop s'étendre. Et c'est d'ailleurs lui aussi qui avait développé l'institut de sondage de Paris, Polymarket, qui encore une fois a vu juste, contrairement à tous les autres sondages. Et d'ailleurs, il a tellement vu juste qu'il s'est fait arrêter. Il s'est pris un raid du FBI parce qu'il a eu le culot de donner des résultats de sondage, on peut dire ça comme ça, ou tout du moins des tendances qui étaient justes. Or, le monopole du mensonge doit être tenu par les instituts de sondage. Et dès lors que vous avez quelqu'un qui ressort un petit peu du lot, qui dit la vérité, alors on vous dira que vous êtes un débile mental, un escroc de droite, ou vous êtes dangereux. Donc, comme ce pauvre type-là qui s'est pris un raid du FBI parce que les gens pariaient sur Donald Trump, ce qui était évidemment la bonne chose à faire. Il a eu le toupet de dire quelque chose de vrai. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.